Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du Big Data Hebdo. Le Big Data Hebdo, c'est le podcast francophone de la data et de l'IA. Dans le Big Data Hebdo, on essaye de décortiquer des sujets, on essaye de parler de l'actualité data et quelquefois d'avoir un invité qui vient nous parler d'un sujet bien spécifique. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui parce que j'ai le plaisir d'accueillir à nouveau, puisqu'il était déjà venu lors d'un précédent épisode, le 192, pour ceux qui voudraient réécouter cet épisode. Il était déjà venu nous voir. J'ai le plaisir d'accueillir celui qui est presque l'un des commentateurs et observateurs les plus influents du paysage de la data en France, puisque j'ai le plaisir d'accueillir Christophe Bleffari, alias Bleff. Salut Christophe, comment tu vas ? Salut Vincent, ça va très bien. Merci encore de l'invitation. Je suis très content de revenir discuter avec toi de la Ouais, data, de l'IA et de tout ce qui se passe en ce moment. ça me fait très plaisir de t'avoir à nouveau. Alors, je dis que tu es l'un des plus assidus commentateurs du paysage de la data en France, puisque tu as cette newsletter, tu as un grand nombre d'abonnés sur LinkedIn. Mais c'est vrai qu'on va y venir. Ces derniers temps, tu as eu un peu moins de disponibilité pour faire cette activité par laquelle on t'a tous connu, parce que tu as eu une très belle aventure et c'est ce qui va nous réunir. Alors, vous êtes, si vous êtes dans ce paysage tech et data, vous avez sûrement eu l'occasion d'utiliser de faire du vibe coding et d'essayer Cursor, Windsurf et autres éditeurs super avancés qui permettent d'augmenter votre productivité quand il s'agit de développer. Mais jusqu'à maintenant, il n'y avait pas vraiment d'outils qui étaient dédiés à ça et c'est justement je pense le fait de combler ce trou qui t'a un petit peu occupé ces derniers temps puisque tu as le plaisir d'avoir cofondé avec Claire Nao, qui est justement le curseur pour le monde de la data. Alors tu vas nous parler un peu de tout ça, mais d'abord tu vas nous dire qu'est-ce qui vous a amené à faire à avoir cette fulgurance et de vous lancer et de vous lancer dans cette folle aventure. Yes. Bah, merci pour cette intro. Je pense que ça résume plutôt bien pourquoi j'ai pas trop envoyé de news ces derniers temps, là, ces 3 derniers mois, sur la newsletter et même sur LinkedIn. J'avoue, j'ai pas trop fait de posts quand je compare par rapport à l'année dernière. Donc je me suis occupé de cofonder Nao. Ça fait 1 an avec Claire qu'on bosse à peu près sur Nao. On a commencé en avril-juin l'année dernière, quelque chose comme ça. Et on s'est vraiment mis à fond en fin d'année dernière. Et donc depuis janvier, on est vraiment full-time sur le projet. Et du coup, on a créé Nao Labs. Et Nao Labs, on utilise un outil qui s'appelle Nao, qui est Cursor pour les équipes data. Ou si on veut pas le comparer avec Cursor, mais qui est un éditeur de code avec de l'IA pour les équipes data. Euh, et qu'est-ce qui nous a amené à ça c'est assez intéressant. Moi, j'avoue que donc ça fait 10 ans que je bosse dans la data et j'avoue que les trucs qui m'a toujours fait kiffer dans la data, c'était aider mes pairs en data avec de l'outillage qui leur permettent de faire les choses mieux, comprendre les choses mieux, faire les choses plus vite. Juste, tu vois, genre, quand j'ai commencé dans une boîte de conseil et les trucs qui m'ont excité quand j'ai commencé à bosser, c'était quand je donnais un outil à quelqu'un et que tu vois la lumière dans les yeux de la personne qui comprend, tu vois, quelque chose grâce à l'outil que tu lui donnes, tu vois. Et ça, c'est l'effet de la data, je trouve, c'est l'effet de créer des outils pour d'autres personnes. Je trouve que c'est hyper rewardant. Enfin, je sais pas trop comment le dire en français, mais tu vois, Ouais, c'est gratifiant parce qu'à un gratifiant, moment donné, exactement, tu te rends bien compte que tu as changé un peu le quotidien d'une personne par ce exact. que tu as fait. Et ça, c'est clairement un truc où tu te dis, ah, les gens, ils travaillent plus efficacement, on leur a enlevé une épine du pied. Donc moi j'ai toujours adoré faire ça et en fait quand on a commencé à bosser avec Claire, nous on voulait faire quelque chose pour les équipes data. Nous c'était vraiment le truc qui nous intéressait le plus parce que moi j'ai bossé 10 ans en data engineering, Claire elle a bossé 8 ans en data science, head of data et tous les deux on sentait qu'il y avait quelque chose qui faisait que les équipes data elles sont toujours un peu laissées sur le côté, tu vois, en termes d'outillage. Depuis le début, ça a toujours été le cas. C'est genre, quand tu regardes la manière dont les personnes dans la data travaillent, l'outillage, c'est un outillage qui est fait pour des devs à la base, sur lequel tu fais du rafistolage on top. Quand tu regardes les UI web des SQL editors, genre BigQuery, Snowflake, c'est vraiment devenu pas mal, mais BigQuery,
ça a mis du temps à devenir ce que c'est maintenant, et encore, c'est pas au top. Mais ça reste fouillis, ouais. Les gens, ils bossent encore sur des beavers, enfin, tu vois, genre quand tu regardes. Et puis ne serait-ce que la méthode de travail autour de la data, c'est-à-dire qu'on est à des années-lumière ce que des équipes de software engineering peuvent faire en termes d'outillage, en termes de process et ainsi de suite. On a quand même des trucs qui sont c'est quand même ça reste extrêmement artisanal le monde de la data quand on regarde. Et il y a beau avoir effectivement l'incursion de DBT qui peut commencer à mettre au centre de la place le fait de faire des tests, le fait de documenter les choses. Mais ça reste quand même entre guillemets, il y a quand même plein de trucs qui sont bricolés, quoi. Hein, je veux dire. C'est clair. Et plus qu'on imagine, en fait. Donc c'est exactement ça. Et du coup, on a vu un peu ce truc où les équipes data perdaient du temps à faire des trucs qui servaient à rien. Enfin, pas servaient à rien, mais qui n'étaient pas efficaces. En plus de ça, quand tu regardes de l'autre côté, les équipes data, elles sont squeezées par les métiers qui passent leur temps à demander des choses. Les métiers comprennent pas pourquoi l'équipe data elle met hyper longtemps. Enfin, quand le métier dit rajoute-moi une colonne dans cette table, la colonne elle arrive 2 semaines après. Ils comprennent pas pourquoi. Tu vois, enfin, on a des vrais problèmes dans la data liés à la complexité des choses qu'on fait. On fait des tâches qui sont pas à forte valeur ajoutée, qui nous prennent beaucoup de temps. On passe pas assez de temps sur les analyses et du coup on s'est dit faut qu'on arrive à trouver et à créer l'outil de travail de demain des équipes data. Et en même temps, il y a Cursor qui est arrivé, tu vois, il y a aussi une histoire de timing, tu vois, il y a Cursor qui est arrivé, il y a toute la partie AI qui est en train de transformer la manière dont on travaille au quotidien. Et en fait, en voyant ces deux trucs-là, on s'est dit, ok, on pense qu'il y a une grosse place pour ça, pour créer un outil de travail pour les équipes data, augmenté avec de l'IA. Et on est parti sur un éditeur de code qui est un fork de VS Code, comme Cursor, comme Windsurf, comme beaucoup. Ouais. Parce qu'en fait, quand tu regardes vraiment où est-ce que bossent les équipes, la plupart du temps, et quand je dis les équipes, c'est data scientist, data engineer, analytics engineer, et les data analysts quand ils ont à faire des trucs techniques. Aujourd'hui, c'est encore dans VS Code pour la plupart. Hein. Enfin, quand on a fait franchement le tour, 80% des gens sont sur du VS Code. Il y en a beaucoup, ils sont encore, enfin, il y en a, ils sont quand même dans des éditeurs de cloud, mais ils reviennent toujours à un moment quand ils ont besoin de faire du Git en local sur leur machine pour faire des choses. Moi, je le vois, je suis un énorme fan, par exemple, de faire mes notebooks dans Marimo. Ouais. Pour pouvoir avoir une expérience un peu différente, ainsi de suite. Mais foncièrement, il y a énormément de trucs qui retombent dans VS Code derrière pour pouvoir avoir des choses. J'ai essayé notamment l'autre jour, et en plus c'est renforcé, ce centre de gravité autour de VS Code, il est encore plus renforcé avec les derniers assistants qu'on a pu voir là, qui sont plutôt code généraliste, comme Claude Code ou Gemini CLI. Gemini CLI, ouais. Gemini CLI, qui nécessite justement de continuer à avoir ton éditeur à côté si tu veux pouvoir interagir avec ton code, puisque et ce qui est très certain que je pense que chez les javaïstes, JetBrains ou autres éditeurs continuent à conserver une place quand même importante. Dans la data, il y a une grosse place de PyCharm aussi. Hein. Enfin, on le voit, mais quand même, comparé à VS Code, elle est petite. Quoi. La part de marché de VS Code est complètement folle. Ouais. Effectivement. Je crois que j'ai vu les chiffres. Microsoft, ils disent. Parce que, en fait, tu sais, Cursor se targuait d'être le premier code éditeur avec de l'IA, et il y a quelqu'un de chez Microsoft qui a répondu non, c'est pas vrai, c'est VS Code. Et je crois qu'ils disent qu'ils ont 15 millions de daily développeurs, 25 millions de weekly et peut-être 50 millions de monthly. Là où Cursor, c'est a priori, selon les chiffres, aujourd'hui, ils sont à peine à 1 ou 2 millions, quoi. Même pas. S'ils ont reach le million, c'est tout ça, quoi. Ouais, c'est fou, hein. C'est quand même fou que ce produit qui entre guillemets, je sais pas s'il est sorti comme un side project chez Microsoft ou. Non, c'était. En fait, c'est une grosse guerre. Il y a une vidéo YouTube qui en parle de ça. Tu sais, à la base, il y avait Atom qui était chez GitHub. Il y avait Monaco qui était une startup à côté, qui était faite par des gens en Suisse. Parce qu'en fait, quand tu regardes, la plupart des devs qui bossent sur VS Code sont en Suisse, parce que c'était une startup en Suisse qui bossait sur Monaco. Et du coup, je crois que Microsoft a racheté Monaco. Microsoft a racheté GitHub. Et du coup, à l'intérieur de GitHub, il y avait ces deux équipes qui se battaient entre Atom et Monaco. Au final, c'est Monaco qui a gagné sur ce truc-là là, autour de VS Code. L'équipe d'Atom a un peu pris le seum, je crois. Enfin, en gros, il y a eu vachement de jeux de pouvoir en interne chez Microsoft, comme ils adorent le faire.
Et ce qui est d'ailleurs aussi ouf, c'est que chez Microsoft, on parle de VS Code, mais il y a aussi toujours Visual Studio Code Bien sûr. qui existe et qui génère un fric monstrueux, quoi. Qui génère un fric monstrueux et je me souviens d'anecdotes. La première fois qu'ils ont présenté VS Code lors d'une conférence build, il y a des gens qui pensaient que ça allait parler de Visual Studio Code. Et donc, il y a eu quand ils ont dit au bout du 3e slide qu'ils n'allaient pas parler de Visual Studio Code, il y a la moitié de la salle qui s'est levée et qui s'est barrée. Ouais. Donc c'était assez drôle. Donc vous avez décidé de vous dire bon la bonne souche c'est VS Code puisque de toute façon il y a tellement de plugins, il y a tellement de trucs qui sont intégrés dedans qu'à un moment donné c'est sur ça qu'il faut partir et puis et en plus comme je dis toujours les bonnes idées valent le coup d'être partagées et c'est pas une tare que de copier ce que quelqu'un qui est sur le même marché que toi a fait et donc effectivement quand on regarde Cursor et autres Ouais. l'intégration avec VS Code est finalement quelque chose qui permet quand même de travailler assez confortablement. Et donc, vous avez décidé de pimper VS Code avec cette couche d'IA. Et data, surtout. Et data, ouais, bien sûr, et d'outillage spécifique data pour pouvoir permettre aux gens de travailler leur data assez facilement. Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est une question qu'on récupère beaucoup mais pourquoi je peux pas faire ça dans Cursor, tu vois. C'est souvent même la première question que les gens nous Ouais, posent, qui est tout à fait légitime. Et nous, la manière dont on y répond, c'est, bah, en effet, quand tu regardes Nao, out of the box, tu peux te dire ça ressemble à Cursor. Mais dans la manière dont on a pensé le truc, on a envie que ça soit un outil qui, out of the box, marche pour les équipes data. Déjà, première chose que tu ne peux pas faire out of the box, prendre Cursor et le faire marcher pour les équipes data. Ton Cursor ne se connecte pas à ton warehouse. Il peut le faire après si tu mets un MCP, si tu mets des extensions, bien sauf que sûr. les extensions, elles sont pas toutes super géniales. Enfin, il y a SQL Tools et après, tu as les extensions des différents providers. Mais bon, il faut que tu fasses ton marché. Et quand tu regardes les équipes data, la plupart, c'est des personnes qui sont moins techniques, qui n'ont jamais ouvert l'onglet d'extension, qui savent pas ce que c'est un MCP. Et le MCP, c'est pas le truc le plus adapté. Donc déjà, tu as ce premier truc qui est out of the box. Nous, on te bundle l'expérience data. Et quand je te dis l'expérience data, c'est on se connecte à ton warehouse nativement. Ouais, Et en fait, en se connectant au warehouse, ce qu'on fait, c'est qu'on est capable du coup de récupérer les métadatas de ton warehouse pour ensuite les feeder à l'AI pour que l'AI soit la plus pertinente sur l'autocomplete AI, sur le copilote dans le chat. Et sur le copilote dans le chat, ça veut dire que le chat est capable de faire des queries sur ton warehouse. Il est capable de faire des comparaisons de tables. Enfin, tu vois, on a fait du profiling, donc tu es capable de dire compare-moi cette table de dev et cette table de prod et en sortir un rapport, tu vois, qui est un truc que beaucoup d'équipes data font manuellement aujourd'hui. ouais, Il est capable de faire des charts. Ça, on a rajouté ça cette semaine dans la release. Maintenant, tu peux faire des charts dans le copilote. Donc, tu peux lui dire trace-moi un line chart sur ce tel truc et ainsi de suite. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte, beaucoup d'équipes data dans leur workflow, quand tu réfléchis vraiment le workflow d'une personne dans la data, c'est pas genre je vais dans VS Code et je code mon truc sur DBT. C'est plutôt on m'a mis un problème. Le problème, c'est un bug à corriger, c'est une question de métier, c'est genre j'ai vu quelque chose, je vais faire une petite exploration. Et la petite exploration, c'est quelques requêtes SQL, c'est entre 5 et 20 requêtes SQL. Ces requêtes SQL, tu les écris à la main, mais maintenant avec Nao, tu peux les écrire beaucoup plus rapidement avec de l'IA, tu peux les faire directement dans un flux de discussion avec le chat. Et une fois que tu as fini ta petite exploration sur ton bug, sur ton truc, tu promeus ton code dans ton projet DBT, dans tes requêtes SQL stockées, tu vois. Et ça, quand tu regardes comment les gens le font aujourd'hui, c'est un peu dans des notebooks, dans la ouais. console du data warehouse, et dans plein d'outils fragmentés. Et à la fin, tu boils down to VS Code. Nous, on se dit, on met tout au même endroit, comme ça, tu peux faire toute cette expérience à un seul endroit. Donc, tu peux faire des charts pour faire cet exploratoire. Et là, on est en train de rajouter un truc qui, 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 euh, qui nous rejoint sur notre passion commune, qui est DuckDB, où en fait, on est en train de bosser sur un truc de instant preview où en fait tu peux directement, enfin t'avais vu, je pense que tu as déjà vu la UI de DuckDB qui te permet Ouais, ouais, d'avoir ouais, ouais, ouais. l'instant sur les requêtes SQL. Donc l'idée c'est quand tu tapes ton SQL, instantanément, tu n'as même pas besoin de faire commande d'entrée pour l'exécuter, il change directement en dessous de manière réactive. Ah, Donc excellent, quand tu changes excellent. une colonne, ça fait ça, quand tu changes l'intérieur de la colonne, ça fait ça. Donc pour Quand tu l'instant, ra- ça marche sur DuckDB. L'idée, c'est qu'on a envie de le faire marcher sur tous les warehouses, en Ouais, faisant ok. une copie locale d'un sample, de toute la data, ça dépend, il faut trouver les seuils, mais que tu puisses faire ça sur BigQuery. Donc tu es en train de bosser sur ta requête BigQuery, et instantanément, tu as le feedback, et tu n'as même pas besoin de hit le data warehouse
Ouais. pour faire ton truc. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, tu exécutes, tu as une version de travail un peu comme si en photo, tu faisais tu faisais ton editing de ta photo sur une copie locale de la photo qui soit Exact. de taille plus réduite. Et alors c'est surtout sur la vidéo que ça se fait où il y a cette notion de vidéo proxy, où on est capable de travailler beaucoup plus légèrement localement avec des temps de réponse. Et puis ben, quand il s'agit de lancer le processing sur l'entièreté, ben, on le lance. Et là, ça prend plus de temps. Et là, il y a ce parallèle qui est toujours intéressant. Ouais, ouais, je vois bien. Ouais, c'est sympa. Donc on est en train d'explorer tout ça. Et après, on rajoute plein de features spécifiques à la data qui sont la compréhension d'un projet DBT. On se connecte à genre 5-6 data warehouse actuellement, on va en rajouter de plus en plus. Le but, c'est qu'on se connecte aussi au système d'ingestion. Et quand je dis système d'ingestion, c'est que ce soit ton orchestrateur, que ce soit DLT, Airbyte et toutes les ingestions qui Ouais. peuvent exister sur le marché, et ton outil de BI. Parce qu'en fait, ce qui est important quand tu changes, ce qui est intéressant, c'est que quand on est dans ton dev flow et que tu changes quelque chose dans une requête SQL, tu as envie de savoir si ça va péter un dashboard derrière. Et si tu peux le savoir instantanément au moment où tu le fais, c'est mieux que d'attendre que tes push, que ça ait passé une CI/CD, que ça soit passé en Ouais, prod. ouais, ouais. Tu dis le data warehouse, aujourd'hui vous ciblez, j'imagine, les environnements cloud de manière les grands classiques de cette moderne data stack qu'on connaît tous, mais il y a des limitations là-dessus. Enfin, c'est quoi la liste de data warehouse que vous ciblez? Ouais, bah actuellement, on a BigQuery, Snowflake, Postgre, c'était les trois premiers qu'on a commencé à mettre. Et ensuite, on a rajouté Databricks, Redshift et DuckDB. Prochainement, on va mettre Athena. Et en fait, on a eu pas mal de la question de mettre Iceberg aussi et le lake au sens large, tu vois. Ouais. Le problème, c'est que le lake aujourd'hui, c'est assez fragmenté. Déjà, les technos de catalogue, c'est la foire. Bah ouais, ouais. Euh, Parce qu'il y a même pas, enfin, en gros, ok, il y a le REST catalogue et ils ont un peu essayé d'unifier l'API, mais c'est pas encore complètement Ouais, set, j'ai si t'as un l'impression. gars qui a Polaris d'un côté, enfin, et qui a, je sais pas, Trine, enfin, ou qui utilise. Ouais, aujourd'hui c'est Glue principalement qui a je crois, c'est la plus grosse part de marché de ce que j'ai vu. Ah ouais. Putain, j'aurais pas dit que c'était Glue, C'est tu la vois. plupart des gens quand ils font des lakes, ils mettent les trucs dans Glue, tu vois. Et c'est pas forcément que pour Iceberg, hein, mais dans le sens où c'est quand même le Glue catalogue via Athena ou pas via Athena, c'est là-bas où il y a quand même beaucoup de gens qui ont leurs données. Parce qu'en fait, ce qu'il faut dire, c'est que je pense que si tu regardes la tendance, les gens qui étaient chez Google, ils sont allés chez BigQuery, ils sont pas cassés la tête à faire des data lakes la plupart du Ouais, temps. c'est clair. Les gens qui sont chez AWS, ils ont quitté Redshift et ils sont allés faire des data lakes parce que Ouais. c'est globalement ce qui est poussé. Et les autres, ils sont sur Snowflake et ils font un peu des trucs à côté, tu vois. Et ceux qui ont mis leurs données dans Snowflake, je vois assez peu de tables fédérées chez Exact, les ouais. clients que je rencontre, Ouais. de tables fédérées qui sont de l'intégration de tables iceberg. Et après, bon, le sujet de ceux qui sont dans le monde Microsoft avec Fabric est encore un peu différent. Alors, bah, j'attends d'en croiser encore. Moi. Ouais, ouais, ouais. Non, j'exagère, il y a des gens, mais bon. Il y en a, mais on sent bien que ça va pas être, ça va pas être les plus simples à gérer, on va dire. Voilà. Ouais, Tu as beaucoup parlé depuis le début de cette conversation aussi de DBT. Donc DBT est clairement le, la pierre angulaire. En termes de transformation, vous centrez énormément les choses sur DBT ou est-ce que tu as prévu d'autres options ouais. Alors je pense pas forcément à SQL Mesh, hein, parce que SQL Mesh, souvent, c'est quand même finalement très proche de DBT, mais est-ce que tu as prévu d'autres options de transformation, notamment tout à l'heure tu parlais de viser bientôt Databricks. Ouais. En fait, on a commencé avec DBT parce que globalement, la plupart des gens à qui on parlait utilisent DBT. Et il y a vraiment une grosse motion où les gens bougent sur DBT. À voir quand même maintenant avec Fusion et où est-ce que ça va, est-ce que ça ralentit Mmh. cette motion ou pas, j'en sais rien. Moi, en tout cas, ça me donne moins envie de promouvoir DBT, qui était avant un projet open source et qui Mmh. a été très cool. Maintenant, bah, c'est moins le cas, tu vois. Enfin, genre, mais bon, ça c'est un autre sujet. Euh, donc ouais, on a commencé par DBT et en fait, dans la techno, dans la manière dont on a fait les choses, on est capable de supporter tout projet SQL.
Et Ouais. parce qu'en fait, on a notre propre parseur, on a développé notre propre parseur qui est pas basé sur SQLGlot, qui est notre propre truc à nous, qui est beaucoup plus simple que SQLGlot dans les faits. Parce qu'en fait, les choses dont on a besoin, c'est surtout quand tu as plusieurs requêtes SQL, être capable juste de faire un peu le lineage et Ouais, c'est reproduire un peu ça. le colon lineage. Donc on a notre propre parseur qui est fault tolerant. C'était la raison pour laquelle on n'a pas utilisé SQLGlot. D'accord. Ok. Parce qu'en fait, le problème de SQLGlot, c'est que dès qu'il y a une erreur dans la requête, il plante. Et du coup, ça fait que si tu as un projet avec des requêtes qui ne marchent pas, qui sont pas valides, ou parce que tu as oublié de supporter un truc dans ton parseur, du coup, ça fait que tout le reste plante. Du coup, c'est pour ça qu'on a un peu fait notre propre truc. Et donc, on est capable de supporter des gens qui ont un bunch of SQL, tu vois. Donc, que ça Hmm. soit avec du DBT, que ça soit Ok. avec du SQL Mesh, que ça soit avec dans un repo Airflow. Je crée toute une ribambelle de views directement dans ma database parce que Ouais. j'ai pas besoin de Pour tout le l'instant, il faut que ça reste. soit dans un repo Git. Parce qu'en fait, Ouais. Ok. vu que tu es sur un éditeur de code, il faut que ça soit dans un repo Git. Mais ça, c'est des trucs où les gens qui ont des procédures stockées, on pourrait le supporter, trouver une manière de les sortir et de les faire, de leur donner la capacité de les éditer dans un éditeur. Tu vois. Hmm. Donc ça, c'est ce qu'on supporte, on va dire, je dirais, de manière très forte, et on a mis pas mal d'efforts dessus sur l'écriture du SQL, et parce que c'est ce que font la plupart des équipes data aujourd'hui. En revanche, tu vois, moi, la manière dont je vois un IDE, c'est une boîte à outils, et c'est une boîte à outils dans laquelle il y a plein de choses. Déjà, nativement, VS Code, quand tu le prends, il y a plein de choses, tu vois. Et donc, il faut qu'on soit fort sur le SQL, le Python, le YAML, quand tu regardes les langages qu'utilisent les équipes data. Et quand on parle de Python sur les transformations, c'est globalement du Pandas ou du PySpark, je dirais. Et donc là-dessus, dans les faits, ça marche. On n'a pas fait de first tier integration, mais en fait, vu que tu as le LLM, que les modèles sont assez bons et vont t'aider, en fait, dans Nao, ça pourra t'aider aussi. Donc tu pourras avoir ta donnée et directement aussi écrire du code Pandas. Tu Tout à l'heure, tu disais que pour nourrir le contexte de Nao, tu allais chercher dans les métadatas de la base de données. vois. Ouais. Tu es capable d'aller chercher aussi dans un repository, peut-être dans un repository Git où tu aurais de la documentation, ou je pense à ceux qui ont fait déjà du DBT et qui ont déjà documenté un petit peu, qui ont fait les fichiers Markdown en face de chaque modèle, Ouais. par exemple, ou alors dans un data catalogue dans lequel il y aurait, par exemple, un open metadata dans lequel il y aurait eu un peu de documentation qui aurait été insérée autour de ce qui se passe dans ton Ouais. data warehouse. Tu sais aussi aller chercher sur ces choses-là, là. Si la doc elle est dans la code base qui est ouverte dans le l'IDE, oui. Ouais. Si la doc elle est ailleurs, ça dépend. Il y a des trucs de doc auxquels on est capable de se connecter. Il y en a d'autres, il faut qu'on les rajoute au fur et à mesure. En fait, il faut qu'on trouve une manière un peu générique de le faire. Ouais, c'est ça. Je Ok. suis en train de réfléchir et de bosser sur ce truc-là, de créer un layer un peu universel d'accès à de la doc data, pour que ensuite le modèle il puisse faire ses recherches sémantiques dessus et trouver ce qui est intéressant. Mais ouais, c'est clairement la vision. Hmm, super. Et ça veut dire, tout à l'heure, tu disais, ouais, on est assez agnostique au moteur qui est sous-jacent. Ça veut dire que vous avez créé pour vous, de votre côté, vous reconstituez une modélisation où vous êtes capable justement de créer ce modèle sémantique autour de la modélisation qui était faite dans la base de données à laquelle vous vous attaquez, Non, ça on n'a pas besoin de le faire pour l'instant. En fait, ça t'en as besoin, je pense, quand tu vas sur la partie un peu plus conversational analytics ou chat pivot data. Nous, on a un peu de ça dans Nao, dans le sens où tu as un chat, tu peux parler avec ta Ouais, data si tu veux. Mais en fait, la manière dont on le fait, qui est. En fait, il y a une vraie différence de population. Souvent, quand tu dis chat sur data, tu penses à quelqu'un du métier à qui tu vas donner un outil et la personne va dire donne-moi le revenu la semaine dernière. Et elle va c'est pas ça, faire ouais, de ouais, trucs explicites, elle va juste dire donne-moi le revenu et elle va être du père, tu vois, elle va être dans un Slack ou whatever. ouais. Nous, on est dans un IDE où les gens peuvent donner du contexte explicite et implicite. Et souvent, en fait, quand quelqu'un dit donne-moi le revenu, potentiellement, il a déjà regardé la table de revenus. Du coup, on sait qu'il a regardé la table de revenus. Du coup, on sait en fait dans quelle table il veut qu'on fasse cette query. Hmm. Donc, ça veut dire qu'il a déjà un onglet ouvert avec la table qui correspond, ou il a déjà fait une preview de cette table-là. Et du coup, quand il dit donne-moi le revenu ou calcule un truc, déjà, on sait déjà sur quelle table à peu près il va Ouais, falloir que le d'accord. modèle cherche, tu vois. Ok. Donc, il y a plein de trucs où déjà, on n'est pas forcément perdu dans l'immensité de la data des gens, parce que soit ils me donnent des choses de manière explicite, soit on les guesse de manière implicite. Hmm. Mais c'est des bonnes questions sur ce truc sémantique.
Enfin, il y a des vrais sujets. Je pense qu'on a approché déjà, on fait de l'embedding, on fait du chunking de data, enfin pas de data, mais de metadata, des schémas et ce genre de choses. Et on a des bonnes pistes sur comment, si on avait à faire du chat de data, on pourrait le faire. Mais on n'a pas encore vraiment exploré à fond ce truc-là. Ouais, c'est un peu le move enfin, en laissant de côté un petit peu le changement qu'il y a de disponibilité en open source du produit de DBT, mais quand on regarde leur dernière conférence à DBT, c'est un peu une feature dont ils parlaient un petit peu, qui était dans quelle mesure tu es capable, pour qu'un analyste soit capable d'aller faire des recherches comme ça un Ouais, peu dans la data et d'en dériver ensuite un modèle DBT. Donc vous, il y a un petit peu aussi cette finalité qui est de dire à un ouais, moment donné, tu vas pouvoir faire de l'exploratoire et derrière demander à Nao de te transformer ça et de te pérenniser ça sous forme d'un modèle qui va pouvoir être exact. rendu derrière, quoi. Et enfin, il y a plusieurs choses. Je pense que le premier truc, c'est là, nous, quand on écoute vraiment le marché, euh, ce truc de chat sur data, que ce soit pour des gens data ou pour des gens pas data, il y a quand même tout le monde qui a envie de le faire. Tu vois. Il y a tout le monde qui a envie de faire ça. Euh, Personne ne sait comment le faire vraiment. On ne sait pas vraiment si ça marche. Enfin, je sais pas si toi, tu as un peu testé, mais tu as l'impression que ça marche parfois, mais ça marche pas. Enfin, en gros, il y a un gros flou autour de ce truc-là. Ça, c'est le premier truc. Et quand tu regardes, bah, du coup, tous les outils ont essayé de faire ça. Dans ma vision des choses, les outils de BI, c'est ceux qui sont le mieux placés pour faire ça. Parce qu'en fait, c'est eux qui ont la couche sémantique, qui ont la capacité de faire des visualisations. Et en fait, quand tu fais un chat sur data, à la fin, tu vas vouloir faire des charts aussi. Donc, en fait, tu redeviens un outil de BI-like. Ouais. J'appelle ça, je pense qu'on va aller dans un truc que j'appelle le just-in-time BI, où en gros, c'est juste, tu as une question, tu veux une BI juste pour la question que tu as et tu passes à autre chose. Quoi. Tu sais, c'est un peu, c'est toujours on a ce vieux paradigme qui est de dire on accélère avec un outil, on supprime peut-être un étage dans la chaîne. Ouais, Et je me souviens quand j'étais data engineer, j'avais des analystes qui d'habitude étaient capables de travailler et de répondre à leurs questions eux-mêmes en interrogeant des outils à assez haut niveau et qui de temps en temps venaient me voir pour avoir un résultat qu'ils n'étaient pas capables d'obtenir eux-mêmes. Et finalement, ce chat with your data, c'est un peu finalement la relation qu'ils avaient avec moi, de venir questionner, de se dire ah ouais alors attends mais j'ai besoin de ce truc là, mais dans ce cas de figure là, machin et ainsi de suite et ainsi de suite, et donc d'avoir une élaboration ouais, d'une requête qu'ils n'auraient pas été capables d'élaborer eux-mêmes. Mais ce qu'il y a de très certain, c'est mais je trouve ça assez smart l'histoire de on regarde ce que la personne est déjà en train d'observer et on part de ça pour pouvoir construire un peu un contexte ouais. assez spécifique. Ouais. Et l'autre truc, je pense, qui nous place aussi de manière unique par rapport à DBT ou un outil de BI, c'est que nous, notre vœu en étant un IDE, c'est qu'on est agnostique. En fait, nous, ce qu'on veut faire, c'est construire une user experience Mm. pour le travail de la data de demain. Ouais. Et en fait, quand tu regardes la manière dont les équipes travaillent, elles n'ont pas tout dans DBT. Enfin, quand tu regardes les grosses équipes, elles ont Ouais. du DBT, mais elles ont aussi des transformations ailleurs. Elles ont un data warehouse, mais en fait, elles ont aussi une petite DB qui tourne à un autre endroit. Enfin, whatever, mais elles ont jamais tout à un seul endroit, quoi. Et dans les faits, l'IDE, c'est souvent l'endroit où tout se regroupe parce qu'en fait, tu as un repo dans lequel tu as un peu tout et tu Mm. as envie, t'as envie d'avoir une expérience unifiée. Et nous, ce qui est très cool, c'est que en fait, quand tu écris du SQL dans Nao, que tu l'écris sur BigQuery ou sur Snowflake, tu l'écris de la même manière. Enfin, l'expérience d'écriture, c'est la même, quoi. Ouais. L'autocomplete, c'est le même, l'autocomplete AI, c'est le même. Quand tu chattes, c'est la même chose. Alors que si tu as utilisé le génie de Databricks et qu'ensuite tu switches sur le cortex de Snowflake, Ouais. bah, tu vas pas avoir la même expérience. Et nous, notre vision, c'est de dire, en fait, dans la complexité de demain, dans tous les cas, les gens, ils vont avoir des systèmes complexes où il va y avoir plein de systèmes différents. Et nous, on veut être agnostique et créer la bonne UX pour ça et la bonne UI. Euh, Depuis tout à l'heure, tu parles de SQL. Ouais, Le pythoniste, euh, le fervent pythoniste, si je puis dire que tu es, oui. ne me parle pas de la capacité de modéliser les données au travers de Python ou de pouvoir faire des transformations en Python et de choses comme ça. Ouais. Ça, c'est assez drôle parce que
Rétrospectivement, quand je regarde ma carrière, quand j'ai fait du conseil pendant 3 ans et après j'ai monté des plateformes data. Et globalement dans le conseil, c'était l'époque Hadoop, donc c'était plutôt Ouais. du Java World et j'étais bien heureux de le quitter. Je suis, je sais que dans ton audience, t'as beaucoup de gens qui sont javaïstes, je pense, mais moi j'étais bien heureux de le quitter ce monde-là. Et après ça, j'ai surtout construit des plateformes data et ma vision, ça a toujours été, je construis des plateformes data pour les autres. Ouais. Et si je le construis pour les autres, c'est pas pour qu'ils écrivent du Python. Parce qu'en fait, enfin, en gros, mon point de vue, ça a toujours été le bottleneck pour faire de la data dans les boîtes, ça va être les ressources techniques et trouver des gens qui savent écrire du Python, du PySpark, du Pandas et qui vont écrire du code horrible à la fin, immaintenable. Voilà. C'est évident. C'est évident. Et aujourd'hui, là où au départ de cette époque, Hadoop et ainsi de suite, on pouvait avoir, je vais pas forcément parler d'Hadoop, mais plutôt parler de Spark, Ouais. où on faisait des choses en PySpark parce qu'on avait des limitations du SQL sur la capacité de traitement, sur les trucs. Donc faire ça avec des bases de données traditionnelles en SQL, c'était pas possible. Mais après, quand les moteurs BigQuery, Snowflake et ainsi de suite, tous ceux qui avaient délaissé le SQL, et j'en fais partie, sont revenus au SQL de manière assez forte. Hein. Moi, je veux dire, à un moment donné, aujourd'hui, le 80% de ce que je peux constituer comme traitement ou comme exploratoire sur de la donnée, c'est avec du SQL. Ouais. Je fais pratiquement plus de data frame, ou alors il faut qu'il y ait une raison évidente de le faire, mais sinon, non, c'est clair. Ouais, et en fait, je me suis rendu compte que tu pouvais scale les équipes beaucoup plus quand Bien sûr. tu fournis ce type d'outillage à tes équipes. Tu génères plus d'entropie à la fin. Hein. Enfin, genre, ce que tu fais, c'est plus bordélique, mais tu prouves plus vite la valeur de ton équipe data, je pense. Et je trouve que il y a une partie humble aussi derrière, tu vois. Genre, enfin, je veux pas dire genre je suis humble, mais genre de dire moi, ce que je crée, c'est de l'outillage pour des gens qui sont moins techniques parce que c'est eux qui vont emporter de la valeur en fait. Et si je leur avais dit aux gens écrivez du PySpark, les personnes seraient reparties, on n'aurait pas recruté la même équipe dans le passé que j'ai eu, on n'aurait Mmh. pas recruté aussi autant de gens. Et donc en fait, c'est aussi humbling, tu vois, dans le sens où bah peut-être j'aurais pu faire des trucs, me faire kiffer techniquement avec d'autres trucs, mais je voyais pas trop l'intérêt, tu vois. Genre moi c'était pas ça. Enfin, on revient au truc que je disais au début, tu Ouais, vois. ouais, ouais, mais tu as raison sur le fait de dire la finalité, c'est que tu fasses des choses que les gens soient capables d'utiliser, voire soient capables d'utiliser de plus en plus. Ouais. Et donc, ben, quelque chose qui est à base de code n'est pas miscible dans cette ambition. Ouais, Voilà, c'est ça. pour résumer. Et tu as parlé, en décrivant Nao, à plusieurs reprises du fait qu'on avait un LLM qui était capable de réfléchir, enfin d'interpréter et de construire des choses. Vous faites comment pour faire tourner ce LLM? Vous avez sur vos serveurs Ouais. une sandbox avec des LLM que vous faites tourner vous-même, ou est-ce que vous appuyez sur des LLM du marché? Techniquement, on a plusieurs choses. Aujourd'hui, un éditeur de code avec de l'IA, je dirais qu'il y a deux parties, maintenant trois, mais on va dire il y a deux grosses parties où il y a de l'AI. La première, c'est le copilote chat, Ouais. et la deuxième, c'est le tab, enfin l'autocomplete. Hum. L'autocomplete tab à la cursor avec une user expérience assez intéressante. Ce qui est assez rigolo, je trouve, c'est que les deux caractérisent des personas de personnes qui développent. Le copilote agent, c'est plutôt des gens qui sont plutôt juniors ou Ouais. juniors dans la code base dans laquelle ils bossent, c'est-à-dire Ouais. qui connaissent pas trop le truc sur lequel ils sont en train de bosser, et du coup ils ont besoin beaucoup de poser des questions, ou c'est des tâches pas très compliquées, quand t'es senior t'as envie de dire au truc de le faire et tu sais très bien qu'il va bien le faire. Et ceux qui font plutôt du tap, c'est ceux qui sont plutôt seniors sur la code base sur laquelle ils travaillent ou qui n'ont pas trop confiance, tu vois, genre au LLM. Mais Hum. qui aiment bien le tap parce qu'en fait ça leur fait gagner du temps parce que juste il leur fait compléter une ligne beaucoup plus vite que ce qu'ils le feraient à taper eux-mêmes. Et du coup, dans Nao, ces deux trucs-là, bah, c'est un peu différent aussi en termes d'AI. Le copilote, on se branche sur les modèles qui existent publics, quoi.
Donc aujourd'hui, on se branche à Claude, OpenAI, Mistral et Gemini. Soit sur nos clés à nous, sur la version self-serve, soit sur la clé des entreprises, Ok. sur la version enterprise. Pour l'instant, dans la manière dont on a fait Nao, c'est pas possible de se connecter à un modèle bring your own model que tu fais tourner en local sur ta machine, parce qu'en Ouais. fait, ça passe par le back-end qui est chez nous pour faire Ouais. une partie notamment des clés, des prompts et du prompt engineering et du contexte. Mais c'est peut-être un truc auquel on arrivera sur le long terme, notamment pour les raisons un peu de privacy autour de la data, pour garantir aux gens vraiment que la donnée ne sort jamais de chez eux. Dans les faits, on la garde pas la donnée, et si ça utilise leur clé, ça sort pas de leur écosystème à eux. Ouais. Enfin, ça traverse chez nous, mais ça c'est jamais Ce que sort. j'allais dire, si le gars te fournit la clé de son compte euh, anthropique ou je ne sais, à un moment donné, de toute façon, c'est lui, c'est sa relation à lui avec Anthropic qui gère Ouais, sa privacy. Donc, exact. Et après, on a la deuxième partie sur la partie table. Et là, on déploie notre propre modèle, enfin, qui est un modèle sur étagère Qwen. Donc, Qwen, c'est mm, Alibaba. Donc, on déploie un Qwen 2.5 codeur, qui est de tous nos tests, celui qui est le meilleur sur l'autocomplete de SQL et sur la génération de code. Et il a un bon rapport time to first token, qui est super important quand tu fais mm. de, de l'autocomplete, dans le sens où, bah, en fait, quand tu autocompletes, la latence entre deux touches en général, c'est 250 millisecondes. Et donc, tu as envie d'avoir une réponse assez rapide en first token pour pouvoir afficher le texte en ghost pour que l'utilisateur il puisse faire tab ou pas tab. Euh, Et t'arrives à avoir un round trip parce que ouais, c'est dans toutes les expérimentations que j'ai fait autour de LLM, d'exécution de LLM, c'est l'histoire du round trip quoi que j'ai toujours trouvé un truc super challenging quoi. Et donc toi tu arrives à avoir un round trip suffisant en hostant le modèle chez toi et en ayant derrière l'IDE qui envoie par, je sais pas si c'est une socket qui est branchée sur le serveur en arrière-plan, mais qui envoie le stream de caractères et qui récupère ouais. les possibles autocompletes. Quoi. Et ben, on arrive à un truc qui est vraiment très satisfaisant. Au début, c'était catastrophique, je vais pas te mentir. Et on allait de manière itérative. Et là, je dirais que notre P90, donc 90% des requêtes, sont en dessous, je crois, de 800 millisecondes. Oh la vache, superbe. Et le P50, il est en dessous de 500, je crois. Et en fait, on a pas mal itéré là-dessus. Aujourd'hui, pour te dire, la plupart des inférences, quand c'est juste une seule ligne à inférer Ouais. sur le tab, on a des inférences en 150 millisecondes. Et après, tu as tout le network et tout le trafic réseau qui peut prendre 200 millisecondes. Parce que au début, en fait, enfin, pour ça, au début, j'avais un seul serveur qui était un serveur à Paris. Et du coup, quand tu étais aux États-Unis, tu allais dans le serveur à Paris. Le serveur Waouh. à Paris, ensuite, il appelait le GPU et ça revenait dans le serveur. Et bon, ça faisait. Donc maintenant, je suis passé en microservice. Je suis sur Cloudflare Workers qui te fait du geofencing à l'endroit où tu te trouves. D'accord. Et après, ça appelle le GPU à l'endroit où. Enfin, au GPU le plus proche. Parce qu'on a notre propre GPU US et Europe pour ça. Et du coup, on arrive à tout packager dans un timing qui fait que il y a des gens maintenant qui nous disent est-ce qu'il y a moyen de désactiver parce que ça affiche le placeholder trop vite. Donc maintenant, il faut que je trouve comment je gère ça. Faut ralentir, s'il vous plaît. S'il vous Ouais. plaît, faut ralentir. Et après, on a fait aussi des astuces dans le sens où on stream la réponse et d'abord, du coup, dès qu'on a la première ligne, on l'affiche. Et si l'utilisateur accepte la première ligne, on va afficher la suite, tu vois. Pour pas, tu vois, Oui, stuck dans ce d'accord. genre de truc. Donc après, on a plein d'astuces qui font Mais que ça j'avoue que gagne c'est du temps. parfois un peu déroutant. Hein, moi, j'ai pas mal utilisé Windsurf. C'est parfois un peu déroutant, Ouais, ce truc où t'as pas fini de réfléchir à ton truc, que tu as déjà une réponse, alors qui parfois est la bonne, et tu t'es parfois un peu empêtré dans ce flux qui t'est soumis comme ça. ouais. C'est clair. Euh, je sais pas si on a fait un tour exhaustif des features de Nao ou s'il y a euh, euh, Je pense que là, on a fait le tour de ce qu'on a aujourd'hui. Si, il y a un truc qu'on a rajouté aussi, c'est
tu sais, et ça, c'est une des features qui fait beaucoup d'effets waouh, c'est quand tu es dans un code éditeur Cursor, Windsurf, que tu fais un changement de code, que tu le plies, tu vas voir le rouge et le vert sur ton code. Ouais. Et nous, on s'est dit, mais justement, c'est quoi le vibe coding pour la data qu'on appelle le data vibing dans ce cas-là, c'est que quand tu apply, tu as envie de voir le rouge-vert sur ta data. Donc sur ta donnée tabulaire, tu as envie de voir le rouge-vert. Ouais. Et du coup, on fait l'équivalence du rouge-vert sur le code, sur la data en même temps, en mode un peu data diff, tu vois, pour que visuellement, tu puisses savoir si ce qui t'est affiché, c'est la bonne chose. Et ça, c'est un truc sur lequel on va itérer là aussi dans les prochaines semaines sur comment rendre cette expérience data vibing data native, tu vois, dans le sens où Ouais, je dès que vois tu bien. apply, tu as envie de voir que tes tests, ils sont aussi tous passés. Tu as envie de... voilà. Ouais. Mais c'est là pour le coup, tu vois, on n'est pas dans l'automation autour d'un paradigme existant parce que pour le coup, ça on l'a pas aujourd'hui, ce truc qui te Non. permet de dire, Ouais. bon allez, j'ai fait un snapshot de ma base de données, j'exécute mon truc dessus, ça me permet d'avoir la table et je peux avoir la comparaison avec la précédente. Donc là, c'est quand même pas le truc évident, quoi, de ce point de vue-là. Ouais. Ouais, on a une feature où tu peux faire, si tu as fait un changement sur ta requête, tu peux faire compare with Git, et du coup, ça va comparer avec la dernière version comité de ta requête, et tu peux voir, ça c'est la première étape, tu vois, sur ce truc de Git diff, Ouais. de Git diff, Mais table surtout diff. avoir le résultat, quoi, qui est quand même Oui, un c'est ça, autre tu truc compares sur le encore, résultat, ouais, sur le qui résultat. est encore un truc encore derrière, quoi. Ouais. Excellent, excellent. Et tout ça, ça vous a amené à partir aux États-Unis Ouais. et à vous retrouver chez YC. Alors déjà bravo, parce que l'entrée est pas triviale, hein, quand même, chez YC. C'est quand même pas c'est pas à la portée de tout le monde de pouvoir être sélectionné pour faire partie de Notre batch, c'était 0,8%. 0,8% des candidats. Mm. Vache. Et il y a Waouh. 150 boîtes qui rentrent, hein, donc ils en prennent beaucoup, ouais, pourtant. Oh là là, 0,8%, ça veut dire que vous étiez 0,8, vous étiez 2000, quoi. Non, il y avait 20 000 applications, je Ah, dirais. 20 000, bah, ouais, 0,8, pardon. Ouais, Ouais, pardon. 20 000, ouais. 20 000. Oh, un truc comme ça. c'est énorme. Ouais. C'est quand même complètement dingue, quoi. Donc, ça veut dire que quand même, déjà, ça valide un truc, c'est qu'il y a un attrait du marché, qu'il y a une compréhension de gens qui font et défont le marché, parce qu'on peut quand même qualifier que les gens qui sont derrière YC font partie de ceux qui vont faire que des boîtes existent ou qu'elles n'existent pas, ne serait-ce que par leur activité aussi de funding. Donc, ça veut dire que ça vous permet quand même de valider qu'il y a un vrai attrait. Et puis, je pense qu'il y a le coup de pied aux fesses qui ne s'arrête jamais. Ouais. Donc pour ceux qui connaissent pas, donc c'est Y Combinator, c'est le plus gros incubateur de startups au monde. Ça a incubé des startups comme Airbnb, Stripe, DoorDash aux États-Unis. Enfin, c'est incommensurable l'impact sur le monde de la tech globalement de YC. Et donc ouais, avec mon associé, on est parti de avril à fin juin à San Francisco pour 3 mois pour faire le batch qui s'appelle Spring 25, donc X25 de YC. Et l'impact de YC sur Nao est significatif de toute façon parce qu'en fait, quand on a commencé il y a un an, on n'imaginait pas être à YC Ouais. et on n'imaginait pas l'accélération que ça aurait pu nous donner. Et pour le signifier l'accélération, je pense que YC, il y a un truc qui le matérialise très bien, c'est que quand tu vas à YC, le but c'est de te fixer des objectifs et c'est de te fixer des objectifs de manière très ambitieuse, tu vois, à l'américaine. Donc le but c'est de faire du revenu et si tu launches pas et que ça fait pas du revenu, il faut que tu te poses des questions et comment tu peux faire Ouais. pour faire du revenu, quoi. Et donc il faut que tu launches souvent, il faut que tu ailles voir tes users, il faut que tu parles avec tes users. Et il faut que tu essayes de faire du revenu, et si ça fait pas du revenu, il faut que tu comprennes pourquoi, que tu sortes les bonnes features et ce genre de choses. Et vraiment, je pense que ça nous a fait gagner. C'est dur de quantifier, tu vois, mais il y a un multiplicateur x2, x5 en termes de réflexion sur le produit, en termes d'ambition, de se dire, bah, en fait, maintenant, on n'est plus juste dans notre marché à Paris, en France, avec des boîtes françaises, on est worldwide. Ouais. Depuis qu'on a launché, globalement, maintenant, on a pas mal de users et on a la moitié qui sont aux US et la moitié qui sont dans le monde entier.
Wow. Euh, Ouais, parce que je t'ai pas posé la question. Ouais, effectivement, vous avez déjà une base d'utilisateurs significative, enfin, qui vous permet d'avoir un retour ouais, par rapport aux features, quoi. en gros, on a lancé il y a un peu moins de 2 mois, une première fois, tu vois, sur Hacker News, nos LinkedIn, et depuis, après, c'est de l'organique, quoi. Et on a quelques centaines d'utilisateurs weekly. Et en daily, on est à quelques dizaines. Et donc daily, c'est qu'ils D'accord. utilisent tous les jours. Ouais. Et donc là, on est en train de build avec ces personnes-là. Et en plus de ça, on commence à... Ça, c'est la version self-serve. Donc c'est les gens qui installent d'eux-mêmes, qui sont souvent des one-person data team, Ouais. jusqu'à 10 personnes data team, quoi. Des freelances. Et donc on a pas mal de gens, du coup, sur cette version self-serve. Et à côté de ça, on a la version enterprise. Et là-dessus, on est en train de démarrer les ventes, on démarre les gros POC chez des grosses boîtes publiques françaises ou américaines. Hmm. Bah, c'est cool, hein. C'est pas Ouais, mal, c'est hein. très cool. Ouais. Et donc, ouais, donc voici, l'impact est significatif. Le format, je vais le résumer rapidement, mais ça dure 2 mois et demi. Toutes les semaines, tu vois ton partenaire, donc tu as un partenaire qui t'accompagne. Tu le vois soit en solo, soit avec ta section, d'une section de ces 10 boîtes à peu près. Et Ouais. l'idée, c'est que tu parles d'un sujet. Donc, soit tu parles d'un sujet de la boîte perso, soit tu parles d'un sujet de comment on fait des ventes, comment on trouve Ouais. telle chose, comment on trouve telle chose. Et chaque semaine, tu regardes si tu as atteint ces objectifs. Et si tu n'as pas atteint, tu te dis pourquoi. Et tu te remets des objectifs encore plus ambitieux pour la semaine d'après. Et tu vas en marche forcée. Ça doit quand même être. Heureusement que ça dure 2 mois et demi, quoi. Ouais, ouais. Et surtout, tu bosses beaucoup. Parce qu'en fait, SF, c'est une ville où les gens font que bosser. Ouais. Et du coup, on était dans un Airbnb pendant 3 mois et on a bossé tous les jours de la semaine, beaucoup d'heures par jour. Ouais. Donc, au bout d'un moment, t'as envie de te reposer un peu, mais il faut pas trop. Et donc là, depuis qu'on est rentré, maintenant, on essaie de retrouver le rythme qu'on avait à SF en étant à Paris, parce que c'est pas la même vie. Ouais, j'imagine. Mais ça va. Et donc, rétrospectivement, génial. Je pense qu'il y a des retombées on n'a pas encore connaissance et que ça viendra sur le long terme parce que tu vois, c'est de l'intérêt composé, je pense, ici aussi. Ouais. Euh, donc, foncièrement, aujourd'hui, si on veut aller sur Nao, il y a le site qui s'appelle GetNow, getnow.io. Ouais, C'est le premier truc. Ce que je propose, c'est qu'effectivement, vous alliez tous regarder la démo qui a été faite par ton associé, là, qui est la dernière démo qui est en ligne. On mettra le lien dans les show notes de cet épisode. Mais c'est super, hein, vraiment. Moi, félicitations. Je sais à quel point tenter une aventure ouais. de créer du logiciel est un truc complexe. Alors, ça nécessite effectivement d'y aller à fond, d'y aller à 100%. Moi, j'avais vouloir continuer à faire du consulting à côté, donc c'était un truc un peu compliqué, mais je pense qu'effectivement, même en y allant à fond, le résultat qui est celui qui est là est pas forcément une certitude. Ce qui est marrant, par rapport à ce que tu dis, je te coupe, excuse-moi. Mais genre, en ce moment, il y a quand même beaucoup les boîtes qui font du logiciel, potentiellement, il faut qu'elles fassent aussi du consulting. Parce qu'en fait, la manière de vendre aussi du produit a complètement changé, je pense, par rapport à avant. Je pense que ouais, il y a les deux. Il y a les deux, néanmoins, ce sont quand même deux activités Ah, tellement c'est sûr, différentes, c'est sûr. Ouais. tellement différentes. Tu vends pas le consulting de la même manière, je pense. Tu le vends pas de la même manière, t'animes pas ton équipe de la même manière Ouais. dans les deux sujets. Et je pense que, ouais, foncièrement, on pourra dire ce qu'on veut sur les incubateurs. Alors, je pense que YC est très largement devant tous, hein. C'est la même histoire de taille de marché aussi, hein. Je veux dire, YC, c'est à l'image de comment les Américains font les choses, hein. Tu me disais quand on préparait cet épisode que tu avais à côté de toi des gens qui était à YC, qui n'avait pas commencé à écrire 5 lignes de code, quoi. Donc à un moment donné, tu avais des gens qui avaient vendu une idée complètement folle et puis qui essayaient de se démerder pour la mettre en musique, quoi. Alors que nous, on aurait tendance, effectivement, on a cette tendance naturelle à avoir un produit déjà bien abouti avant de se dire qu'on va aller se confronter à ce genre d'aventure. Ouais. Donc tu vois bien que les Américains sont très différents de nous là-dessus, mais je pense que c'est hyper bénéfique de se confronter à ce genre de choses-là, quoi. Ouais, ça t'aide mentalement à avoir plein de réalisations, tu vois. C'est clair. Euh,
Je peux pas m'empêcher de t'interpeller pour savoir ce que tu penses du marché de la data et de son évolution en 2025, puisque c'est quand même, t'as quand même un certain talent sur le fait de lire entre les lignes sur ce marché. Euh, en 2025, je te disais tout à l'heure dans une discussion qu'on avait avant cet épisode, c'est de dire, moi j'ai l'impression qu'il y a l'arbre qui cache la forêt et que tout le monde ne voit plus que cet arbre qui est le LLM et que malheureusement l'atterrissage est un peu douloureux pour les clients qui se retrouvent confrontés à devoir faire attention à ce sujet-là. Euh, c'est ma perception. Je sais pas quelle est la tienne de la manière de laquelle ce marché qui oublie un petit peu qu'il y a de la data au fond au début de l'histoire. Ouais. Euh, En fait, je pense qu'il y a plusieurs dynamiques. Le premier truc que je dirais, juste si on parle de marché de la data, j'aimerais pas être junior aujourd'hui. Ça, c'est la première chose. ouais, C'est... ouais, ouais, ouais. Que ça soit en software ou en data. Déjà en data, c'était dur d'être junior, je pense. Sauf si tu faisais plutôt, on va dire, data analyse. C'est un métier qui ouvrait plus des portes que les autres métiers en général. Ou data scientist, c'était aussi un métier qui ouvrait les portes parce qu'en fait, la data science, c'est facile à former, on va dire, les data scientists versus les data engineers, si je caricature, ou les data analysts. Mais ouais, j'aimerais pas être junior aujourd'hui parce que ce que j'ai dit à plusieurs endroits et que je répète pas mal, hein, c'est on a passé notre temps à dire les LLM c'est des juniors. Et du coup, en fait, les juniors, bah, ils souffrent de genre, il y a des gens qui disent, bah ouais, mais en fait, je peux payer un LLM $20 par mois et il fait la même chose que quelqu'un que je vais payer 40K quoi. Et encore, c'est 40K en France. Aux US, ouais. C'est pas le même prix. Et donc, pas facile d'être junior, je pense aujourd'hui. Et surtout pas facile d'être junior dans un monde où tu apprends plus de la même manière qu'avant. Et est-ce que tu retiens l'information de la même manière qu'avant quand tu codes plus vraiment ou tu fais juste apply? Et c'est assez intéressant. Je fais passer des entretiens de stage en ce moment et des entretiens d'embauche pour recruter dans l'équipe. Et c'est marrant, il y a beaucoup de stagiaires là qui font notamment 42. Ils me disent, ce qu'ils me disent après entre ce qu'ils me disent et ce qu'ils font à voir, mais qui désactivent l'AI et que l'AI ils l'utilisent surtout en mode ask, qu'ils font jamais le truc en lui demandant de coder pour. Enfin, ils se forcent l'exercice intellectuel de se dire, j'utilise pas Cursor pour qu'il fasse tout pour moi, quoi, pour qu'ils aient besoin d'apprendre quelque chose. Ouais, je pense que être spectateur de ton AI va pas t'apprendre grand chose. Néanmoins, ça te permet quand même d'ouvrir assez bien la voie. Ouais. Mais par contre, il faut quand même aller vachement savoir ce que tu fais et c'est quoi le sujet que tu veux pour pouvoir avoir un esprit critique. Si tu développes pas ton esprit critique, c'est certain que ça va être très difficile. C'est clair. Et ensuite, sur le marché de la data, de l'arbre qui cache la forêt, là, du LLM, déjà, moi le premier, mais après, par rapport à ce que je fais de la code gen et aujourd'hui, à part les LLM, il n'y a pas grand chose qui égale le LLM sur la code gen, tu vois. Genre, ouais, c'est clair. C'est assez difficile, mais c'est vrai que le ML traditionnel en pâtit un peu. Ma lecture là-dessus, c'est quand la dynamique, franchement, quand je vois les boîtes YC de mon batch, du prochain batch, et même juste les boîtes qui se créent en ce moment, c'est de la code-gen pour faire soit des apps internes, de la code-gen pour faire du retrieval d'informations des entreprises, donc c'est-à-dire se connecter à ton Drive, se connecter à ton Notion, se connecter à ton site et te faire des résumés, te drafter tes emails. Enfin, on est vraiment dans ce truc de je jette le contexte de mon entreprise et j'en fais des apps, j'en fais des documents, j'en fais des emails, j'en fais du whatever, tu vois. Et la raison, je pense, pour laquelle les gens veulent ça, et quand je dis les gens, c'est les gens dans les entreprises, enfin c'est les opérateurs dans les entreprises, c'est parce qu'en fait, en perso, ils utilisent ChatGPT, en perso, ils font des trucs avec ChatGPT, en perso, ils ont cette expérience qu'ils voient comme magique, quoi. Parce qu'en fait, la plupart des gens, ChatGPT, ils voient ça de manière magique. Ils ont l'impression que ça fait tout et c'est magique. Et quand ils arrivent sur le travail, ils sont en mode mais pourquoi genre, je galère encore à sortir le chiffre d'affaires de la semaine dernière. Ouais. J'avais un client qui disait la chose suivante. Il disait je voudrais offrir, c'était un VP data d'une boîte, il dit je voudrais offrir aux utilisateurs de l'entreprise la même expérience que celle qu'ils ont sur Netflix chez eux. Ouais.
enfin, c'est hyper caricatural, hein, mais à un moment Ça donné, veut surtout rien dire. ça veut surtout rien dire. C'est-à-dire qu'il dit la facilité d'accès à un contenu, la Ouais. facilité à pouvoir rentrer dans quelque chose. Il disait, on était typiquement sur un sujet de self-service data. Ouais. Et il dit que quand quand on franchit la porte de l'entreprise, on se retrouve avec une expérience utilisateur pourrie, quoi. On sait pas faire le 10e de ce qu'on fait à titre perso. Et c'est vrai qu'on est hyper chahuté par ça sur ce côté d'avoir effectivement tout le temps à côté de soi un assistant qui va finir par te connaître, qui va finir par comprendre ce que tu veux faire et faire évoluer les choses. C'est clairement quelque chose qui change un petit peu la manière de laquelle on doit concevoir les choses. Et je sais pas si nous qui sommes avec une grande expertise technique, on est les mieux armés. Ah, c'est clair qu'on l'est pas. Ouais. On est les mieux armés pour comprendre ce genre de challenge. Parce qu'on va avoir tendance. J'avais une discussion hier sur des gens qui me disaient, ben ouais, déchiffre-nous un peu le sujet de l'IA Gen et tout. Je dis, ben, je suis pas le meilleur parce que moi j'ai un regard extrêmement technique et technologique sur le sujet. Et alors que c'est plutôt des utilisateurs béotiens qui vont pouvoir être vachement meilleurs là-dessus, quoi. Mais ouais, je te rejoins aussi sur ton propos que tu disais juste avant que j'aimerais pas être junior en 2025. Mm. Et ouais, et sur le marché de la data, toutes les entreprises font du LLM et veulent faire des projets LLM parce que bah, c'est aussi le truc moderne. C'est le truc qui fait que toi, en tant qu'individuel data, si tu montes sur un projet LLM, tu vas avoir ta valeur qui va augmenter sur le marché. Donc, est-ce que si je vais faire de la classification ou des régressions linéaires, ma valeur va augmenter sur le marché? Non. Non. Personne ne va vouloir me recruter demain. En revanche, si je fais des appels à OpenAI pour faire des trucs, probablement qu'il y a des gens qui vont vouloir me recruter demain et du coup, ma valeur va augmenter sur le marché. Donc, en fait, il y a plein d'effets qui pervertissent aussi le truc au global et qui font que, bah, du coup, tout le monde va dans cette direction. Parce qu'il y a aussi l'hypothèse que les modèles deviennent de mieux en mieux, que dans 6 mois ou dans 10 ans, on ne sait pas, tout sera fait avec des modèles et notre travail humain sera différent. C'est sûr qu'il va être différent. Est-ce qu'il sera drastiquement différent? Je ne sais pas. Est-ce que l'LM, ça sera pas juste un outil? Et est-ce que c'est pas le next truc qu'on connaît toujours pas encore qui Ouais. sera qui va vraiment transformer les choses? Et je pense que le dernier truc là-dessus, c'est tout ce qui tourne autour des LLM, quand même, dans une entreprise, de mon point de vue, c'est que du data engineering. Enfin, genre, Ouais. in the end, c'est que du data engineering. Ou du software engineering, souvent, parce qu'en fait, de l'orchestration autour d'appels API, c'est pas trop du data engineering, c'est plus du software engineering. Mais il n'empêche que quand tu réfléchis à des agents, tu as quand même une grosse partie data engineering derrière et tu as beaucoup de similitudes avec du warehousing dans le sens où, enfin, du warehousing ou plutôt du feature store, donc du warehousing temps réel, on va dire, si je caricature. Dans le sens où bah, quand tu fais une orchestration d'agents, tu vas avoir besoin d'avoir un agent qui est long running process, donc on sait faire des process qui tournent longtemps normalement en data. Tu vas avoir besoin d'avoir une mémoire, donc de savoir ce qui s'est passé dans la vie de l'agent, le retrouver. Tu vas avoir besoin d'avoir des databases pour accéder à de l'information et de faire du context retrieval, qu'on peut appeler RAG ou qu'on peut appeler whatever, tu vois, mais bon, et du coup, tu vas avoir besoin de stocker de la donnée, de l'indexer, donc en BD ou pas en BD pour whatever, et de faire des requêtes dessus, d'avoir de la faible latence sur ces requêtes. Enfin, tout ce truc-là et cette construction de système, bah, c'est du data engineering, quoi. Ce qu'il y a de très certain, c'est qu'entre le POC qu'on peut faire à un moment donné pour valider qu'un LLM est capable de répondre à un besoin et l'application finale, dans ce domaine des LLM, par rapport à ce qu'il y avait dans la data traditionnelle, le différentiel qu'il y a entre l'infrastructure minimale pour pouvoir faire tourner ce POC et ce qui va en faire une vraie application avec justement ce contexte, cette mémorisation, cette capacité à gérer des nouveaux documents à l'intérieur, de pouvoir faire toute forme de choses, de pouvoir faire cet aiguillage entre les différents modèles, de pouvoir avoir cette logique d'agent et ainsi de suite. Moi, je suis stupéfait de la complexité des stacks logiciels qui sont nécessaires de manière sous-jacente. Et c'est peut-être là où il y a une petite lueur d'espoir. Ouais. Sur le fait que ce métier du software engineering et du data engineering revienne un petit peu sur le devant de la scène quand on va se rendre compte que waouh, pour pouvoir faire des trucs sérieux, il va falloir se repencher vachement sur ces questions. Ouais. Mais il n'empêche que, quand même, par rapport à avant, le POC to prod est beaucoup plus rapide.
Enfin, c'est lunaire comment c'est rapide, tu vois. Genre là, tu as envie de sortir un outil qui fait de l'extraction d'informations d'un PDF sur des factures. En une journée, tu as sorti le truc et tu as des résultats plus satisfaisants que tous les projets que les gens avaient fait avant et sur lesquels ils avaient bossé des De années, tu toute vois. évidence. Le niveau d'incertitude quand tu te lances sur un POC, sur un truc comme ça, il est quand même bien moindre que ce qu'il pouvait être auparavant. Ouais. C'est clair. Mais c'est après quand tu vas vouloir stabiliser que tu vas te dire ah oui mais il y a des entreprises françaises elles payent en euros, d'autres en dollars. Ah oui mais si, ah oui mais là en fait c'est là où en fait ton système devient complexe et c'est là où on revient à des trucs comme on faisait avant, quoi. C'est clair. C'est clair. Hum, pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore assez, on peut toujours te suivre sur LinkedIn et te suivre en s'abonnant à ta newsletter que tu as repris à ton retour Que je en reprends France, demain. que tu reprends demain. Parce que tu en avais envoyé une la semaine dernière, je crois, Ouais. de mémoire. Est-ce que tu as un blog, un livre, un podcast que tu recommandes à nos auditeurs d'écouter? C'est marrant parce que depuis que j'ai fait YC, j'ai repris la lecture de Hacker News. J'avais quand même beaucoup arrêté à un moment parce que je trouve que ça me prenait trop de temps J'allais tout le temps sur Hacker News lire des trucs. Donc, premier truc, c'est pour ceux qui sont geeks et qui veulent lire des trucs, lisez Hacker News. C'est une front page avec 20 articles, toujours Ouais. bien votés, qui sont vraiment bien. Et après, je pense qu'il y a deux blogs. Il y a un blog d'un Français qui s'appelle Julien Hureau, qui fait beaucoup d'articles Ah sur ouais. il est beaucoup autour d'iceberg. Là, il a sorti un truc qui s'appelle le Boring Data Catalog, qui est un catalogue simple avec du Terraform au-dessus d'iceberg. Et il y a une autre personne que j'aime beaucoup sur les LLM, que je suis pas mal, qui s'appelle Simon Willinson, si je dis pas de bêtises, qui a un blog très simple où il poste beaucoup de benchmarks sur des modèles, ses avis sur les modèles, ce genre de choses. Notamment, il avait un truc où à chaque fois qu'il y a un nouveau modèle qui sort, il demande au modèle de faire un canard sur un vélo ou un pélican sur un vélo. Et il demande au modèle de créer un code qui génère un pélican sur un vélo en CSS ou pas en CSS, j'ai un truc comme ça. Et du coup, après, il fait son benchmark comme ça de l'intelligence des modèles, entre guillemets. Et c'est excellent. C'est toujours intéressant, c'est vu sur les LLM. Et il a un outil open source genre qui s'appelle LLM, je crois, c'est un CLI qui permet de faire de l'outillage, des appels LLM depuis la CLI. Voilà. Ouais, j'adore les mecs qui sont restés avec un blog au format extrêmement dépouillé comme le Ouais. sien. Ça, c'est... Parfois, je suis jaloux. Je suis entre les deux. Moi, je suis entre le truc dépouillé et le truc moderne. Je suis genre basic. Mais à des moments, je me dis, putain, il faudrait que je le refasse et que je fasse un truc vraiment geek. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais au moins, on voit quand même qu'il est assez assidu en termes de contenu, puisque ouais. tous les jours, quasiment, il sort quelque chose. Hein. C'est extraordinaire. Et sur les LLM aussi, s'il y a des gens qui sont intéressés, il y a une chaîne, c'est un mec qui a fait YC, c'est en anglais. Il s'appelle Théo. C'est le mec qui développe l'appli de chat qui s'appelle T3 Chat, enfin T3 Chat. Et sa chaîne YouTube, c'est Théo T3.gg, un truc comme ça. Il a 500 000 abonnés et il fait de la veille sur les LLM. Il fait beaucoup d'explications de comment les choses existent en architecture. Il donne des insights de la Silicon Valley. C'est vraiment bien. Enfin, genre, Écoute, c'est de quoi occuper ouais. de quoi occuper un été qui aurait pu pour certains être oisif. Donc là, c'est clair que moi, le premier, ça va me donner un petit peu de matière à aller creuser tout ça. Excellent. Je te souhaite le meilleur, Christophe, pour cette belle aventure dans laquelle tu as mis les pieds là. Et je vous souhaite de réussir, parce que votre profession de foi, si j'ai envie de dire, est pas mal. Ouais. Elle me plaît bien. Trop bien. Et puis on vous encourage tous à aller tester tout ça et puis à vous faire une idée sur le sujet, parce que il n'y a que comme ça qu'on arrive à se rendre compte du potentiel d'un outil comme celui-là. Ouais, mais n'hésitez pas à m'écrire sur LinkedIn. Je réponds, j'aide, je prends du temps pour onboarder les gens ou pour vous aider à résoudre vos problèmes avec Nao. Enfin, vous aider à résoudre vos problèmes data avec Nao. Et on allait oublier que effectivement, pour
dans ton actualité, il y aura à l'automne la Forward Data Conference Exact. que tu co-organises. Ouais, que je co-organise, donc c'est le 24 novembre. La billetterie est ouverte. On commence à annoncer les speakers bientôt. Normalement, si ça se passe bien, je vais avoir quelqu'un en tête d'affiche que tout le monde va kiffer, mais c'est en train d'être validé, donc on va voir. Ouais, l'an dernier, vous aviez eu un super line-up. J'avais été malheureusement souffrant, j'avais pas pu venir vous Dommage. voir. Et ça m'avait un peu fait mal de avoir pu venir. Donc écoute, je serais ravi d'y être aussi, de venir te rencontrer à cette occasion. Et ben ouais, n'hésitez pas à contacter Christophe, il est toujours très dispo malgré un rythme effréné. Yes. Merci Christophe, salut. Merci Vincent, à plus. Ciao ciao.